Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiée aux professionnels de l'informatique. Alors au menu, nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Aujourd'hui avec moi, j'ai Grégory Wayon, CTO chez Neuralink, avec qui j'ai eu la chance de discuter d'observabilité et de monitoring. Alors je vous laisse tout de suite avec cette conversation qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Grégory Wayon, qui est CTO chez Neuralink. Alors bonjour Grégory. Je suis extrêmement ravi de te rencontrer. Aujourd'hui, on a envie de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est tout ce qui va tourner autour du monitoring des applications, l'enjeu et petit peu tout ce qui va tourner autour de la performance, tout ce qui est l'observabilité, tous des sujets qui sont assez finalement récents et qui bouillonnent chez nos clients. Avant de rentrer dans le sujet et qu'on participe à cette discussion, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière comme chaque fois et j'aimerais que tu me racontes une petite anecdote, c'est-à-dire est-ce que tu te souviens de ton premier projet informatique ? Alors, bonjour Philippe. Mon premier projet informatique, alors celui qui m'a tenu à cœur et qui reste sans doute mon totem, c'était un projet qui s'appelait NetDraw. Je travaillais à développer des solutions multimédia pour l'informatique, pour l'aviation, je faisais du R&D. Et on avait décidé d'être capable de prendre des photographies de fuselage d'avions ou de réacteurs pour être capable, sur le tarmac, d'isoler des cracks, des pannes et les réparer plus vite. Alors à l'époque, je faisais ça sur du Windows 3.11 et c'était une époque où en fait il y avait besoin de cartes de compression et de décompression JPEG pour être capable de capturer les images et Incroyable. ensuite de les transmettre sur des lignes à 19.2. Donc en fait, j'ai gardé ça comme vraiment l'épitome d'être à l'avant-garde de l'informatique avec mes cartes de compression JPEG et mon Windows 3.11. C'est fantastique. Moi, j'ai même pas eu la chance de connaître ça. J'ai connu Windows 3.1, mais j'ai pas eu cette chance j'étais encore malheureusement trop jeune, donc j'ai pas connu cette effervescence-là. Incroyable. Ouais, ça donne des indices sur mon âge quand même. C'est ce que j'allais dire. On va passer justement à est-ce que tu peux te présenter en quelques mots. Alors, t'es pas obligé de dire ton âge, on n'est pas sur ce type de présentation-là. Non. Mais on imagine que si tu as bossé sur Windows 3.1, t'as pas 20 ans. Donc, moi, je suis Greg, je suis le Field CTO pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de la société qui s'appelle Neuralink. Field CTO, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'apporte toute mon expérience de CTO aux entreprises qui sont intéressées par ce que Neuralink fait et pour étendre la conversation, non pas avec un point de vue vendeur, mais vraiment sur comment l'observabilité, on reviendra sur ce mot-là, s'inscrit en fait dans leur transformation numérique, dans leurs objectifs IT, avec un point de vue utilisateur, un point de vue client, société que je peux amener avec toute mon expérience. Donc, c'est avoir une conversation différente sur l'adoption de la technologie. Et comment t'en es arrivé là ? Parce que comment on arrive avec tout ce que tu as fait en partant de photographies de tarmac à arriver à faire CTO chez Neuralink ? Alors, en fait, moi, j'ai une longue expérience donc d'être responsable d'équipe engineering. J'ai démarré avec le réseau et le multimédia. Après, je suis monté dans les couches pour être responsable de tout l'engineering de l'infrastructure dans des centaines d'aéroports, pour l'aviation toujours. Et puis, dernièrement, CTO sur une filiale, une société qui fournissait des communications avion-sol pour les pilotes, le contrôle aérien, mais aussi les passagers. Et puis, j'ai aussi eu des responsabilités de product management et de PNL dans ce domaine. Donc, une grosse expérience, je dirais, sur l'ensemble du stack, réseau, infra et applicatif, en tant que CTO, VP Engineering. Et puis, en fait, j'ai travaillé longtemps dans l'aviation et j'étais client de Neuralink. Et en fait, j'ai trouvé que cette technologie était vraiment cool. Donc, je suis allé les rencontrer aussi à leur siège et j'ai découvert une culture d'entreprise qui m'a aussi beaucoup plu. Donc, quand le poste de Field CTO de Neuralink a été publié en Europe, je me suis dit que c'était peut-être le moment de changer de secteur, de me réhorizontaliser et me voilà.
Et moi, ce que je trouve absolument génial dans ton parcours, c'est que tu fais partie des rares personnes qui ont la capacité à être partie de la partie, j'ai envie de dire, réseau technique pour aller jusqu'à, comme tu disais, la partie dev, toutes ces parties-là, et d'avoir toutes les couches. Finalement, c'est rare aujourd'hui dans le monde de l'informatique d'avoir des gens qui ont plus qu'une couche technologique, parce que généralement, maintenant, on est soit développeur, soit réseau, soit infra, soit DevOps, tout ce que vous voulez, mais des gens qui ont une vision globale, comme tu peux l'avoir. Moi, je trouve ça hyper intéressant, et c'est pour ça que je suis extraordinairement ravi de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter la société New Relic et puis les produits un petit peu que vous avez en catalogue? Oui, bien sûr. Alors, donc New Relic, c'est un leader dans le monde de ce qu'on appelle l'observabilité, ou le monitoring. Maintenant, on appelle ça observabilité. Créé en 2008 en mode software as a service, donc tout dans le cloud, et qui va permettre à des entreprises de maîtriser le comportement et la performance de tout leur stack applicatif, de l'applicatif lui-même, mais aussi de toute l'infra sous-jacente, j'y reviendrai, et aussi de toute l'expérience client. Donc en fait, on va fournir des services d'instrumentation, de mesure, de visualisation, des données de télémétrie du stack applicatif pour maîtriser la performance, la disponibilité, l'expérience client et la performance business. Donc voilà, c'est ce que fait New Relic. En termes de produits, on a très récemment, en juillet, complètement simplifié notre offre, puisque pour répondre aux attentes du marché et de nos clients, avec 3 produits. Un produit qui s'appelle la Télémétrie Data Platform et qui permet d'ingérer toute la télémétrie du stack applicatif de bout en bout. Ensuite, on a un deuxième produit qui est le Full Stack Observabilité et qui va permettre aux ingénieurs de troubleshooter et d'analyser leur stack de bout en bout, que ce soit les logs, l'application performance monitoring, l'infrastructure, le middleware, le serverless, l'expérience client, tout de façon intégrée sans avoir à se poser la question. Et puis le troisième produit, c'est ce qu'on appelle Applied Intelligence, qui est vraiment augmenter les humains avec l'intelligence artificielle pour détecter des anomalies qu'ils ne seraient pas capables de détecter eux-mêmes dans des environnements complexes, signaux faibles, trop de bruit, et aussi toute la corrélation d'incidents, donc la capacité à réduire la fatigue et le bruit pour aider les ingénieurs à se focaliser sur les vrais problèmes. Voilà, ça c'est New Relic. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai comme marotte la performance des applications, le fait que ça soit la haute disponibilité, ce genre de choses qui sont des sujets qui me passionnent. Et du coup, aujourd'hui, de t'avoir au micro, c'est super parce qu'on va pouvoir parler d'un terme que tu as plusieurs fois évoqué, mais qui est pas simple, qui est l'observabilité. Alors, beaucoup de clients utilisent le terme monitoring, beaucoup de clients utilisent le terme surveillance, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous donner une définition simple et accessible à tout le monde de terme de l'observabilité? Et qu'est-ce que tu mets comme différence avec finalement le monitoring et la supervision telle qu'on l'a connue dans le passé? Absolument. Alors, moi je dirais que c'est un peu l'évolution du monitoring. On ne va pas non plus les opposer complètement. Le monitoring avait pour caractéristique d'instrumenter un certain nombre de composants discrets d'une architecture. On faisait du monitoring réseau, on faisait du monitoring d'infra, on faisait du monitoring applicatif. Et ça correspondait souvent à mesurer un certain nombre d'éléments prédéterminés pour visualiser quand il se produisait un événement et quel type d'événement il se produisait. Donc en fait, c'était beaucoup plus l'équivalent de ce qu'on a du voyant rouge sur le dashboard de la Peugeot 205 qui dit « Attention, pression pneu un peu basse ». Je pense que tout le monde a vu ça chez des clients, le dashboard avec, tu sais, les soleils et la pluie en fonction de l'état des services. Absolument. Et en fait, aujourd'hui, l'observabilité, pour moi, c'est la capacité de prolonger ça par une instrumentation de l'ensemble du stack de bout en bout. On va tout instrumenter. Et donc, on va collecter de la télémétrie en temps réel sur l'ensemble du stack. Et on va être capable de corréler toute cette information pour bâtir une vue en temps réel de l'ensemble de l'architecture, des dépendances. Et ces dépendances, elles peuvent être horizontales entre microservices ou verticales entre serveurs, containers et microservices et applications, bases de données, etc. et middleware. Et grâce à cette vue-là, l'observabilité va permettre en temps réel de visualiser et de comprendre et d'être capable de comprendre comment le système se comporte à tout moment
et aussi, si des problèmes surviennent, de les détecter très tôt, mais aussi de les comprendre et de les résoudre beaucoup plus vite. Donc, c'est la vue bout en bout. D'accord, c'est cette approche globale des choses, quoi. C'est un peu ça. C'est l'approche globale. Et pour moi, elle est drivée aujourd'hui par le fait que les architectures ont beaucoup évolué. On faisait du monitoring à une époque où on faisait 2 releases par an. On avait un monolithe. Le monolithe, il sortait de QA, il était stable. On le posait sur une infra et c'est souvent en monitorant l'infra qu'on savait qu'on avait un problème. Aujourd'hui, microservices, des centaines de microservices ou des milliers, containers, très forte volatilité de l'architecture. Le monitoring ne permet plus de comprendre le comportement d'un système en temps réel. Il faut passer à cette vue de bout en bout et à l'observabilité. Ouais, moi, ce que tu dis, ça fait particulièrement écho chez moi, c'est que il y a 2 choses, c'est que comme tu dis, unitairement, tous les petits services peuvent fonctionner à peu près correctement, mais dans l'ensemble, ça marche pas du tout pour différentes raisons. Et c'est vrai que ces architectures un peu distribuées, orientées microservices qu'on déploie à chaud dans le cloud, c'est un cauchemar en tant que. Enfin, moi, je vis ça un peu comme un cauchemar. Déjà, en tant que dev, essayer de comprendre ce qui se passe, généralement, le client remonte un bug, c'est tout de suite très, très, très compliqué, quoi. Et on peut plus ce qu'on pouvait faire avant, lire les logs dans un fichier à un seul endroit et se dire ah bah voilà, je comprends ce qui se passe. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, tu as vraiment cette disparité qui fait que ce besoin d'observabilité, il devient crucial, quoi. Alors, il devient crucial et puis il permet on considère aujourd'hui dans le domaine de l'observabilité qu'il y a un peu l'espéranto de l'observabilité. C'est 4 grands types de télémétrie. On va collecter des métriques. On entend de plus en plus parler de ça, de la télémétrie au travers de métriques. Donc, typiquement, un débit de transaction par seconde, ça va être une métrique. On va collecter des événements qui sont vraiment le plus granulaire. On va collecter, par exemple, le fait que le CPU était à 50% à telle heure, ou alors qu'il y a eu un crash de l'appli mobile à tel moment dans tel iOS. Et on va collecter des logs qui restent fondamentaux dans l'exploitation détaillée, le debugging, et aussi des traces distribuées qui prennent un rôle de plus en plus important. Quand on a des microservices, ça veut dire qu'une transaction va potentiellement faire appel en cascade à des dizaines de microservices, ce qu'on va appeler des spans. Il est devenu primordial de pouvoir reconstituer l'histoire d'une transaction au travers de sa trace, au travers des microservices. C'est comme ça qu'on va comprendre les interactions complexes. Donc, on appelle ça... Pour ceux qui nous écoutent, ça peut paraître simple, mais c'est d'une complexité extraordinaire. Quand vous avez des appels qui se divisent en appels de microservices, qui eux-mêmes appellent d'autres microservices, qui se divisent, qui potentiellement appellent une base de données, d'autres qui consomment des services à l'extérieur, reconstituer ne serait-ce que ce qui s'est passé quand on a cliqué sur un bouton dans une page web, c'est loin d'être facile. Et donc ça, c'est une des grandes caractéristiques d'une plateforme d'observabilité, c'est que ce raccommodage, cet assemblage des données est fait de façon automatique par la plateforme. Donc en fait, nous, on va collecter de l'instrumentation de tout le stack, des serveurs, des containers, des Kubernetes clusters, des VM, du middleware, des applications elles-mêmes instrumentées au niveau du langage, de l'expérience utilisateur, et on va corréler en temps réel toutes ces données. Ce qui fait que ce travail-là de construction de cette espèce de CMDB temps réel, des service maps, relationship maps, on va les faire en temps réel. Donc, et ça, c'est du coup, c'est la clé. C'est la clé de l'observabilité, c'est d'être capable de construire, comme tu disais, là, ces maps on va décrire en fait une architecture logicielle par des entités. Une entité, ça peut être n'importe quoi qui compose ça, un web browser, un serveur, un container, une instance Java, tout est entité. Et ces entités, on va être capable de bâtir le modèle de relation qui unit ces entités entre elles. Donc, ça va nous permettre de visualiser ces relations et ces dépendances sur ce qu'on appelle des service maps. Mais ça va aussi nous permettre de faire du root cause analysis et de l'alerting sur des dépendances. On va pouvoir analyser ce qu'on appelle en anglais le blast radius d'une panne, puisqu'on va être capable de comprendre quand un microservice est défaillant, par exemple, quel est l'impact sur l'ensemble de l'architecture ou si un serveur tombe en panne. Voilà. Donc, c'est extrêmement important, cette construction temps réel de l'ensemble du modèle de relation entre entités.
Ouais, moi, j'ai deux questions. Alors, tout à l'heure, tu parlais je reviens juste sur la partie télémétrie. Moi, il y a une question alors, c'est pas une question que je me pose toujours, mais qui est une question qui est souvent remontée par les clients. C'est, OK, j'ai plein de données. Je sais que le CPU, comme tu disais, était à 50%. Je sais que la RAM était à 30%. Je sais que à ce moment-là, j'ai eu 400 000 transactions à la seconde. Comment je fais? Concrètement, je suis client. Comment je fais pour savoir si ces données qui me remontent, elles sont bien ou pas bien? Souvent, on me dit, un petit peu comme les prises de sang sanguine, c'est-à-dire, je suis à 5, il faudrait que je sois entre 4 et 6, c'est bon. Et en fait, souvent, et dans les plateformes de télémétrie qu'on retrouve souvent, les clients me lancent des rapports avec des milliers de données et je leur dis, ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est ton approche, toi, pour dire comment je suis capable de me dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ça, faut que je mette le focus là-dessus ou pas? C'est quoi aujourd'hui les clés de ça? Ok, alors ça c'est vraiment très intéressant ce point-là, parce que on assiste aujourd'hui un peu effectivement à l'espèce des fois un peu d'hystérie ou d'excitation d'avoir des dashboards, des métriques dans tous les sens, parce qu'on peut collecter des milliers et des milliers. Et là, ça va être le rôle souvent du poste du SRE, le fameux Site Reliability Engineer, d'aider en fait à définir mais qu'est-ce qui compte vraiment. C'est-à-dire qu'est-ce qui décrit fondamentalement le comportement de mon application. Quelles sont les transactions clés? Quels sont les systèmes qui ont tendance à saturer middleware, infra, CPU, RAM, I/O? Donc, on va souvent travailler en commençant par ce qu'on appelle les golden signals. Les golden signals, c'est débit de transaction, latence, temps de réponse, taux d'erreur et saturation. La saturation, c'est la moins bien définie. C'est souvent quel est l'élément d'architecture qui va faiblir en premier. C'est le maillon le plus faible de la chaîne. Ouais, le maillon faible. Et ça peut être un maillon infra, ça peut être un maillon middleware, ça peut être un maillon database, ça peut être n'importe quoi. Et donc, c'est l'expérience de l'équipe qui va dire, finalement, quelles sont nos transactions clés, quels sont ces composants d'architecture qu'on va monitorer, et on va commencer à observer. On va instrumenter ces composants, on va commencer à les observer. Et il y a un travail très important qui est le baselining. Le baselining, c'est quoi? C'est justement quel est le comportement normal de mon appli. C'est quoi le nominal? Ouais. C'est quoi le taux de transaction saisonnalisé dans la journée que je m'attends à avoir pour une journée normale de lundi? Et cette baseline-là va devenir le SLO, Service Level Objective, qui va permettre de définir un SLO. Et donc, à partir de là, on va dire, une bonne perf pour ce microservice, pour moi, c'est 100 millisecondes de temps de réponse. Voilà, c'est ce qu'on a en nominal. Et partant de là, on va bâtir l'architecture des SLO, des SLA et potentiellement d'amélioration continue. Donc, il n'y a pas la capacité de l'observabilité va fournir les moyens de créer ces baselines, mais elle ne va pas les inventer. D'accord. Et moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'il y a, par exemple, le temps de réponse, c'est un élément clé. Il faut arrêter de penser qu'il y a un temps de réponse, universel pour un service. Et ce que j'aime bien dans cette approche de ce que tu me dis, c'est qu'on crée une baseline qu'on s'est défini nous-mêmes finalement par rapport à nos objectifs. Et c'est par rapport à ça qu'on travaille et pas par rapport à, dans l'absolu, un web service, ça doit répondre en 50 minutes, ce qui a en fait en soi aucun sens. Et ce qui malheureusement, chez beaucoup de clients, revient souvent comme étant un leitmotiv. Alors, moi, c'est vrai que j'ai rencontré plein de situations, par exemple, où on peut avoir un CEO ou un CTO qui dit « il faut qu'on soit à 99,999 de dispo ». Alors qu'on en est à des années-lumière, on en est à un ordre de magnitude plus loin. Je pense qu'il est plus important dans une culture DevOps de créer la baseline et ensuite de s'améliorer. Tout ce qui est important, c'est le relatif. Parce qu'en fait, on va motiver des équipes beaucoup mieux en acceptant la réalité d'une situation. Aujourd'hui, on est à 99,4. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est la vie. On est là. Ensuite, c'est la base. Et on va pouvoir ensuite décider d'un plan d'amélioration. Tu parlais de baseline et de les fixer. On a une offre qui est assez intéressante qui s'appelle de Synthétique. Synthétique, ce sont des petits robots qu'on peut déployer de partout qui vont tester des services depuis l'extérieur. Donc, ça permet de vérifier, par exemple, de simuler des utilisateurs et de valider des parcours clients ou le temps de réponse d'une page web. Mais ça permet aussi de benchmarker sa compétition. Donc, on a pas mal de nos clients qui utilisent les synthétiques pour dire c'est intéressant, ça. Je n'ai aucune idée de quel devrait être mon temps de réponse, mais tiens, je vais aller voir celui des autres
Ouais, et peut-être que c'est ça ma baseline maintenant. Et peut-être que c'est ça ma baseline, absolument. Ouais, c'est intéressant. On va partir sur. On a parlé beaucoup de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Moi, ce qui m'intéresse aussi fortement, c'est comment on le met en place. Parce qu'il y a souvent, malheureusement, dans ce genre d'outils, enfin, dans ce genre d'outils liés à l'observabilité, il y a souvent une phase de personnes, comme tu disais, qui le mettent en place. Après, c'est mis en place. Les gens sont partis, le truc il tourne pendant des années, enfin des mois et des mois et des mois, et personne n'en fait rien. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent, c'est quelle est l'équipe type, ou comment on s'organise, ou comment, en termes de process, on met en place une démarche orientée vers l'observabilité, et comment, après, on la fait vivre. Et c'est ça qui m'intéresse le plus qu'on entend. Ouais. Alors, bon, déjà, ce que j'observe, moi, mon vécu autour des outils de monitoring, donc avant l'observabilité, c'était que ce sont des écrans à silos. En fait, les équipes ont tendance à déployer des outils qui vont permettre de légitimer leur propre performance. Et en général, ils vont les déployer de façon qu'ils vont restreindre l'accès à la connaissance et à la compréhension à leur propre équipe. C'est pas moi, regardez, mon infra, elle va bien. Moi, j'ai vécu des situations où j'ai repris des équipes où les performances étaient désastreuses, les équipes étaient en grande difficulté parce que toutes étaient désolées, vraiment, on avait des outages tous les jours, on avait 100% de rollback, mais en fait, chaque équipe vivait derrière ces outils de monitoring. Donc, une première clé de l'observabilité, c'est le fait que comme on monitore et on observe l'ensemble du stack, on va donner l'accès à la plateforme à toutes les équipes. Il n'y a pas une équipe qui a accès à la plateforme et pas les autres. Donc, c'est pas essentiellement porté par l'équipe infra ou l'équipe DevOps, ou c'est vraiment porté par toutes les équipes? Alors, à un moment donné, ça va être porté par une équipe qui va être celle qui va motiver la décision de passer par de l'observabilité. D'accord. Alors, souvent, ça vient soit d'équipes infra-ops qui veulent moderniser, qui ont réalisé que le monitoring ne leur donnait plus ce qu'elles voulaient, ils vont vers le cloud, ils vont vers les containers, ils veulent moderniser, et ils veulent créer une équipe SRE, et ça devient la raison de passer à l'observabilité. Souvent aussi, c'est les équipes DevOps, plutôt drivées par le dev, qui veulent être beaucoup plus en self-service, qui viennent plutôt du monde APM, donc qui ont déjà la maîtrise de ce que c'est que de monitorer du logiciel, et puis qui veulent étendre vers le full stack au fur et à mesure qu'ils sont de plus en plus responsables du code. Donc souvent, c'est les deux vecteurs. Soit c'est un CTO qui va le porter avec ses équipes de dev et qui va inclure ça un peu dans sa logique pipeline CI/CD, ou ça va venir plutôt de l'IT et les autres. Le vrai vecteur de changement et de succès, c'est tout le monde accède à la même réalité, à la même vérité, au même dashboard, ce qui fait qu'il y a plusieurs perspectives sur la performance du stack. Tout le monde partage la même chose. Et ça crée des vraies conversations, souvent un peu animées. Mais c'est celles qui vont permettre de progresser, de prioriser la dette technique. La première fois qu'un sysadmin dans la société a déployé New Relic, on l'a fait un peu par hasard, on avait des problèmes énormes. Et en quelques minutes, les gens se sont agglutinés derrière l'écran. Parce qu'en fait, ils n'avaient jamais vu ce qui se passait réellement. Tout le stack. Et la semaine qui a suivi, ça a été une semaine de coming out. Parce qu'en fait, ça avait mis à jour tellement de problèmes qui étaient là depuis des années, de base de données, de code d'erreur Java, d'infra, que finalement, les gens, déjà, ça leur a fait du bien. Bah, tiens, tout est là. Et puis, ça a permis aux équipes très rapidement de prioriser la vraie dette technique. Et pas je pense que tu as un problème d'infra ou je pense que tu as un problème de DB. Non, on a tout sous les yeux. Il n'y a plus qu'à travailler. Et puis un truc que je trouve absolument génial, alors que moi j'ai un peu cette vision-là d'avoir une vision globale, mais je trouve que dans l'entreprise, les gens sont assez, comme tu dis, en silo, et ils ne voient que le petit bout de leur service ou leur petit bout de base de données ou le petit bout de je sais pas quoi de leur application front, de leur application mobile, et ils ont beaucoup de mal à imaginer en fait finalement qu'est-ce qui se passe derrière et la vision globale des choses. Et je trouve que ce genre d'outil, ça apporte une nécessaire vision globale des choses qui change complètement la donne, quoi. Ça change vraiment la donne. Quand on voit l'intégralité du SI fonctionner un petit peu comme un corps humain, ça bat, ça bouge à droite à gauche, bah, ça donne une vision qui est un petit peu plus élargie, un peu plus concrète des choses, quoi. Oui, et puis ça permet, de façon paradoxale, en fait, en ouvrant, ça permet de très rapidement faire converger les équipes sur un certain nombre de KPI ou de SLO et de dashboards
relativement restreint et très fondamental qui va être partagé par tout le monde. C'est ça le cœur de notre business. C'est ça qui est important. Après, on aura peut-être plein de dashboards et de métriques par équipe. Spécifique, ouais, par équipe. Mais on va vivre. Alors, je te donne un exemple que moi j'adore. C'est l'exemple de quand j'ai visité Declan, qui est le patron des ops de Ryanair. Ryanair, c'est low cost carrier, 5e compagnie aérienne dans le monde en nombre de passagers. Et donc, ils utilisent l'observabilité et New Relic pour piloter leurs ops 24/7. Donc, ils ont 8 grands dashboards dans la salle des ops. Et tu t'attendrais à trouver du CPU, RAM, disque, I/O, throughput. Tout ce que tu veux. Et ce que tu trouves sur ces 8 dashboards, c'est que du business. En fait, ils injectent des données métriques, des données business dans la plateforme New Relic. Et ce que tu vois, c'est nombre de tickets vendus dans la dernière heure par rapport à la prévision, nombre de passengers bordés, nombre de backtags qui ont été imprimés, nombre de paiements de cartes de crédit refusés, etc. Donc, c'est extrêmement frappant parce que j'ai réagi quand j'ai vu ces dashboards. J'ai dit, mais on est dans une salle d'ops, là. On est dans un NOC 24/7. Pourquoi des dashboards business? Et le feedback de Declan, c'était, tu sais, Greg, si j'avais un dashboard marqué CPU et que le CPU monte de 25%, la réalité, c'est que mes ingénieurs, ils s'en foutent un peu. Complètement, ouais. S'ils voient le revenu tomber de 5%, ils vont tous être sur le pont. Donc, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce que quand on offre aux différents acteurs la capacité de comprendre comment ils contribuent au business de l'entreprise, à sa vocation première, ils sont plus engagés, plus réactifs et ils collaborent beaucoup mieux. Donc, ça, vraiment, pour moi, ça a été la grande réalisation, la vertu de l'observabilité. D'accord. Et donc, là, tu es en train justement d'attaquer le sujet intéressant. Comment après, une fois qu'on l'a mis en place, qu'on a réussi à fédérer autour de ça, c'est quoi l'énergie qu'il faut y mettre? Qu'est-ce profil il faut mettre en place? À quelle taille d'entreprise on est capable de le faire? Quelle taille de DSI? Parce que ça demande du temps d'avoir ce travail là-dessus. Qu'est-ce que toi tu recommandes? Il faut qu'il y ait au moins une personne à temps plein qui s'en occupe, ou au contraire, c'est un petit peu de temps de chacune des équipes? Est-ce qu'il faut que ce soit intégré dans la phase de développement, dans les sprints, de se dire on prend en compte les retours de ça? C'est quoi aujourd'hui la bonne pratique que tu recommanderais là-dessus? Alors, moi je dirais qu'il y a vraiment deux aspects. Il y a la partie de faire vivre la collecte et le dashboarding, donc faire vivre l'outil lui-même et la télémétrie. Et ça, selon la taille de l'entreprise, on a nos clients, on a des clients qui sont 3 dans un garage avec leurs chiens et leurs brosses à dents et leur vélo. Et puis on a des entreprises qui gèrent avec nous 50 000 serveurs et des centaines de milliers de containers. Donc la réalité, c'est que il faut quelqu'un qui se lève le matin en se disant, moi j'ai à cœur qu'on collecte la télémétrie de façon automatisée. Donc, je vais intégrer ça dans le pipeline CI/CD des équipes de dev. Je vais m'assurer que quand on ship du code instrumenté et que dès qu'il passe en activation, il va se mettre à rapporter. On va avoir un gars qui va aider à bâtir des dashboards. Donc, ça peut être un 5e de ressources, comme ça peut être une équipe Center of Excellence. Nos très grands clients ont tendance à bâtir un Center of Excellence for Observability, qui va être un peu un practice, qui va, comme un squad ou une guilde, qui va ensuite aider les équipes à adopter l'observabilité de façon effective. La réalité ensuite, c'est la réalité des chiffres. Donc, qu'en font les équipes? Et là, c'est souvent le rôle du SRE ou le proxy du SRE. C'est quelqu'un qui va analyser un déploiement. Est-ce qu'on a amélioré la perf, oui ou non? Si on ne l'a pas amélioré, pourquoi? Est-ce qu'on fait un rollback? Qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois? C'est quelqu'un qui va regarder les budgets d'erreur. Très important, aujourd'hui, c'est pas encore complètement dans la culture. Qu'est-ce que tu mets dans le terme budget d'erreur? On doit accepter qu'un code a des erreurs. C'est-à-dire, on va trop vite maintenant avec le DevOps. On release plusieurs fois des centaines. New Relic, on release à peu près entre 100 et 200 fois par jour. Donc, il n'y a plus la QA. On teste en production. On fait des canaries, on fait du dark launch, on fait du feature toggle. Donc, en fait, on doit valider du code très rapidement. Les équipes s'approprient les chiffres pour décider est-ce que ces chiffres sont bons et donc ça va, c'est-à-dire qu'on se comporte correctement ou est-ce qu'on doit améliorer les choses.
La notion de budget d'erreur, c'est une notion qui est très importante. C'est l'idée de dire, je sais que j'aurai un certain nombre de crashs Java, un certain nombre de crashs dans mon appli. Quel est mon budget? Qu'est-ce que je suis prêt à tolérer en termes de nombre d'erreurs qui fait que je considère que je dégrade pas suffisamment ma performance, ma disponibilité ou l'expérience client. Et quand je dépasse mon budget, ben, j'arrête de déployer de la fonctionnalité, je vais me refocaliser sur la dette technique. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de dire comment je balance entre innovation feature ou dette technique et consolidation de mon code. Et quand je dépasse mon budget, j'arrête de développer, je fais de la dette technique. Bah ça, je pense que c'est un. Alors, je connaissais pas du tout ce concept, mais je pense que c'est hyper intéressant parce que ça offre une certaine tolérance un petit peu aux équipes en disant bah oui, on nous met la pression pour sortir des tonnes de fonctionnalités. À partir de quel moment je dois me concentrer sur ma nouvelle fonctionnalité ou au contraire résorber un peu de dette technique. Et effectivement, ce budget d'erreur, c'est un concept qui est assez intéressant. C'est moi. Ben, j'avoue que ça m'a permis, moi, en tant que CTO, d'avoir des conversations complètement différentes avec mes équipes produits. Puisque, comme toute équipe produit, ils me mettaient une pression phénoménale pour que je ne fasse que de la fonctionnalité. Et j'étais capable de leur montrer des chiffres objectifs mesurés de taux de crash, de nombre d'incidents. Je leur remontais de la dette technique. Et en disant, ben, dans le prochain sprint, qu'est-ce qu'on fait? Mais ils étaient associés à cette décision de dire, oui, non, t'as raison, là, on est vraiment, vraiment trop d'erreurs. Allez, dette technique. Quoi. D'accord. On va partir sur une manière un peu plus prosaïque. Combien ça coûte de mettre en place, alors je ne parle pas forcément nécessairement de la solution Neuralink, mais combien ça coûte? C'est quoi l'ordre d'idée des budgets qu'il faut se prévoir pour mettre en place une plateforme d'observabilité? C'est quoi les clés pour qu'on se rende compte de combien ça peut coûter en termes de temps humain, d'investissement financier? Est-ce que c'est en fonction de la taille de l'application, du volume de données? C'est quoi aujourd'hui les métriques qui permettent de se dire à un décideur, bah voilà, si je veux aller vers l'observabilité, ça va me coûter tant? Alors, comme diraient les Anglais, it depends. Non, la réalité, c'est effectivement, ça dépend beaucoup, puisqu'en fait, la plupart du marché de l'observabilité s'était orienté sur des modèles de pricing liés à la taille de l'architecture. Donc, en fait, le coût va être drivé par des compute units ou par un nombre de serveurs, par... Et ce qui est objectivement incompréhensible quand on veut se lancer dans un projet parce que ça donne des matrices de calcul hyper complexes. Alors, d'une part, effectivement, on s'était retrouvé avec de très, très nombreuses métriques de pricing. J'ai des million page views, j'ai des concurrent sessions, j'ai des compute units, bref. Et puis finalement, ben, ça a fini par être assez cher. Et surtout pour des entreprises qui se retrouvent avec des équipes d'ingénieurs, mais avec une très forte croissance de leur infra parce qu'ils ont du succès. Finalement, ils se retrouvent à payer beaucoup. Alors, en fait, Neuralink, nous, on a pris une approche un peu différente depuis le mois de juillet, qui a été de changer complètement les métriques et de mesurer, en fait, l'ingestion de données. Donc, finalement, plus on ingère de données dans la plateforme par mois, plus on va payer un prix unitaire pour ces données. Et ça devient une métrique absolue pour tout type de télémétrie et indépendamment de la taille de l'architecture. Alors, évidemment, ça dépend de la taille de l'architecture, mais beaucoup moins. Ça varie beaucoup moins vite. Et puis après, on a un prix qui est lié au nombre d'utilisateurs. Donc, en fait, on a des licences par siège qui donnent accès à toute la capacité d'observabilité. Donc, ce que je dirais, moi, c'est qu'il y a deux grands modèles. Soit on va partir vers une plateforme comme Neuralink, et là, je dirais que ma métrique, c'est peut-être qu'on va pouvoir équiper 30 à 50 ingénieurs avec une plateforme comme Neuralink ou décider de recruter un ingénieur supplémentaire. Ouais, c'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, je vais rajouter un gars ou est-ce que je vais fournir une plateforme d'observabilité à 30 à 50 ingénieurs, ce qui va booster leur productivité, leur time to market, leur vélocité, leur capacité à délivrer un code beaucoup plus performant. Et je pense que le business case est extrêmement positif. C'est un peu ma métrique.
Ouais, c'est intéressant d'avoir une métrique comme ça parce qu'effectivement, quand on parle avec des dirigeants, ils ont tendance à stacker de l'ingénieur dans une salle en se disant que ça va résoudre tous les problèmes et qu'il faut en rajouter. Mais des fois, comme tu dis, c'est pas forcément la bonne approche, quoi. Bah, le problème aussi, c'est que l'ingénieur, tu en es dépendant, comme tu l'as dit au départ, hein, il n'a pas forcément très bien documenté tout ce qu'il faisait. Si un jour il s'en va, plus personne ne sait ce qui a été fait. Moi, quand je suis arrivé dans ma société précédente, il y avait des milliers de scripts non documentés. Personne ne savait comment ça marchait. Donc, en fait, une plateforme peut être un choix qui va te rendre moins dépendant des personnes. Et puis aussi, quelque part, tu universalises le langage de collaboration. Hein, en fait, quand tu consolides les outils, beaucoup moins de... Donc, nous, on a coutume de dire que la façon dont on crée de la valeur, donc quand on fait des business cases avec nos clients, on crée de la valeur autour de 4 axes. Un qui est la consolidation d'outils et le fait de ne pas avoir d'infrastructure sur site. Si demain tu décides de faire de l'open source et du Prometheus, tu dois toujours avoir tes serveurs, tu dois faire tourner ton stack open source ou ton élastique. Tu as l'impression que c'est gratuit, n'empêche que tu as des ingénieurs qui les font tourner, tu fais des upgrades, tu as de l'infra, donc tu as des coûts. Ils sont un peu cachés, mais tu as des vrais coûts. Donc ça, déjà, consolider d'outils et sans infra, c'est un peu des savings. Ensuite, tu as tout ce qui est autour de la productivité et de l'efficacité. Grâce à une plateforme comme New Relic, tu as moins d'incidents et tu les résous plus vite. Donc, tes équipes, elles passent beaucoup moins de temps à gérer ça et elles ont plus de temps pour faire du dev, pour créer de la valeur ou automatiser. Donc ça, c'est vraiment productivité. Et j'y associe la notion de partage de la connaissance. Trop d'équipes aujourd'hui ignorent cette notion que j'aime pas les plateformes, ça crée du lock-in. Oui, mais ça permet aussi de créer un langage commun pour la collaboration. Une vision commune, en tout cas. Ouais, une vision commune. Donc, les ingénieurs sont pas inquiets de collaborer sous Slack, mais ils seraient inquiets de faire des partages. Tu vois. Voilà. Après, il y a l'innovation. Les équipes, on les aide à aller beaucoup plus vite, à faire des releases. Hein. Moi, si tu veux, j'ai augmenté quand j'étais client la qualité et la vitesse de déploiement. Je suis passé de 3 releases par an avec 100% de rollback à techniquement une release autant de fois que je voulais. Je pouvais déployer à la demande, mais au minimum une fois toutes les 2 semaines et avec un taux de rollback qui était tombé à 5%. Ouais. Voilà. Donc, déployer plus vite. Et puis finalement, il y a l'impact business et l'expérience client, la maîtrise de l'expérience client. Donc, la plupart du temps, la grande métrique, c'est l'observabilité, c'est équiper 30 à 50 ingénieurs ou en recruter un. Et je dirais que le payback est en général très inférieur à 1 an. D'accord. Ouais. En termes de création. Au moins, c'est bien, ça donne un repère un peu pour ceux qui veulent se lancer, d'avoir une idée de où est-ce qu'ils peuvent aller avec ça. Ouais. J'aimerais t'interroger avant de conclure sur une dernière chose, parce que le temps passe. Comment toi, tu vois l'évolution de l'observabilité dans les prochaines années? C'est quoi aujourd'hui? Est-ce que tu considères que les plateformes sont suffisamment matures ou est-ce qu'on a encore des choses à gagner en observabilité? Est-ce qu'il y a des grandes choses qui vont nous arriver et qui vont nous révolutionner un petit peu les choses là-dedans? Alors, moi, je pense qu'on a déjà maintenant atteint un niveau de maturité en termes de ce que je disais, instrumenter, représenter des entités en temps réel, leurs relations et visualiser la compréhension du comportement d'un système et pourquoi il se dégrade. On y est. On y est. D'accord. Par contre, je pense qu'il y a 2 grandes choses. Il y a comment continuer de simplifier ça, parce que ça n'est pas un langage qui est encore acquis par tout le monde. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Et comment rendre cette navigation full stack bout en bout encore plus simple, encore plus intuitive. D'accord? Donc, comment faire que le workflow de comment troubleshooter ou analyser soit encore plus simple. Parce que c'est vrai que pour utiliser les plateformes de type New Relic, c'est gargantuesque l'information qu'il y a dedans et on a peu de tendance des fois à se perdre en se disant je suis perdu là, je sais plus ce qu'il faut que je regarde, où je regarde et comment j'y vais, quoi. Voilà, donc nous on passe énormément de temps et d'énergie à dire ok, comment faire que je peux accéder à la valeur très vite et de façon très ce qu'on appelle curative. Nous on a des vues très on a des opinions sur ce qui va être important. Et puis ensuite, on peut accéder à tout le reste. Mais quelque part, comment condenser la connaissance? Et puis, il y a bien sûr le machine learning et l'AI. Nous sommes convaincus que l'AI ne va pas remplacer l'humain dans le domaine du code avant quelques millions d'années.
On est d'accord. Par contre, comme je l'ai dit, hein, on a des architectures maintenant. Moi, j'ai des clients qui aujourd'hui font plusieurs milliers de releases par jour, qui gèrent plusieurs dizaines de milliers de microservices. Et certains gèrent des fois, par exemple, pendant le lancement d'un jeu, des centaines de milliers de containers. Donc la question devient, comment je crée du sens sur des architectures qui ont une telle vélocité, une telle volatilité et des tels volumes. Et là, on a besoin de changer le paradigme de visualisation et comment surfacer les problèmes. Et donc, je pense que l'artificial intelligence est vraiment là pour créer cette augmentation, cette réalité virtuelle de dire, attention, il se passe quelque chose dans ce secteur de ton application, et ce secteur, ça peut être des centaines de containers, puis on va être capable en fait de faire du drill down. Ouais, parce que dès qu'on a un très gros volume de données, même l'humain, il est lent, parce que même s'il le ferait, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'aller chercher. Oui, il y a de la fatigue. Ouais. Après, il y a aussi tout ce que j'appelle l'élimination du bruit et de la fatigue. On travaille beaucoup là-dessus. On observe sur ces architectures microservices que les équipes peuvent gérer des centaines ou des milliers d'alarmes par jour. Et il y a ce moment inévitable où on va commencer à faire du clear, ouais, je vais virer right click acknowledge clear sans avoir lu les alertes. C'est une réalité. Hein. Je pense que le monitoring, souvent, le monitoring, l'observatif, ça envoie tellement d'alertes que des fois, ça en est décourageant et on a tendance à dire mute, j'en peux plus. Voilà. Donc là, on travaille beaucoup là-dessus, nous, c'est de dire, OK, comment on fait que quand une alerte monte, elle est pertinente, elle a été corrélée, on te fournit du root cause analysis dessus, on te donne un contexte et même on envoie sur le bon canal d'incident à la meilleure équipe la plus à même de résoudre des problèmes. Pas arroser toute la boîte. Donc, arroser tout le monde. Les gars, on se réveille tous. Allez. Voilà, donc ça, je dirais que c'est les grandes évolutions. Et puis après, il y a tout ce qui est autour de encore mieux corréler le business et l'informatique. Aujourd'hui, IDC avait fait une étude intéressante. Il disait 50% de l'économie mondiale sera digitale en 2021. Donc, ça veut dire qu'il devient impératif pour maîtriser cette économie, de maîtriser sa face digitale et de corréler les deux. Donc, on a beaucoup de clients qui sont extrêmement intéressés par cette corrélation temps réel entre, par exemple, équiper tous leurs points de vente et collecter en même temps des données métiers, business et des données informatiques et être capable de, en temps réel, dire tiens, j'ai une dégradation de mes ventes, mais l'application se comporte bien. Ah bah oui, j'ai des travaux dans la rue, les clients ne peuvent plus accéder, mais d'être capable d'établir ces corrélations qui sont de plus en plus importantes. Et ce qu'on voit, c'est que les sociétés qui font ça sont celles qui gagnent. C'est celles qui gagnent des parts de marché, c'est celles qui gagnent en engagement client parce qu'elles ont cette compréhension en temps réel. Fine des choses. Et en temps réel, et ça devient, je pense, un impératif maintenant que encore, je vois beaucoup de scepticisme, j'avoue, en Europe et en France, toujours sur ce côté je perds des clients parce que ma performance n'est pas bonne. Ah ben ça, ils comprennent pas. Hein. Moi, je me bats, mais c'est compliqué. Hein. Il y a encore une certaine notion de dire oui, mais moi, je fabrique des choses et je les vends et les clients aiment ma marque, donc même si mon site marche pas très bien, c'est pas très grave. Mais en fait, les gens ont du choix et puis ils peuvent dépenser leur argent autrement. Et donc la réalité, c'est que ceux qui maîtrisent cette perf en temps réel, c'est ceux qui aujourd'hui sont en train de gagner. Je pense que c'est parfait pour conclure. Je vais te poser une dernière question, juste parce que c'est une question que j'aime bien. Est-ce que, à ton âge, après le parcours que tu as eu, est-ce que tu as encore un rêve technologique? Ah non, Dieu. Alors, moi, j'avoue que c'est marrant, parce que j'avoue que je fais partie de ces baby boomers. J'ai 2 fils qui sont dans la trentaine et qui me mettent quand même quelques petites gifles quotidiennes sur la durabilité. Et donc, pour moi, la technologie, j'ai un rêve technologique, c'est effectivement de ramener la technologie à sa juste grandeur et de la rendre durable. Je suis très intéressé par tout ce qui touche à l'hydrogène aujourd'hui, la décarbonation, mais aussi à la frugalité. Je trouve qu'il y a des initiatives aujourd'hui dans le domaine informatique en France sur la frugalité qui sont intéressantes.
parce que je pense qu'on va pas pouvoir continuer comme ça. Et donc, faire de l'informatique et du digital aujourd'hui, c'est le concevoir de façon durable. Donc ça fait partie des choses que je regarde attentivement. C'est un beau message d'espoir d'avoir encore des gens qui rêvent des choses en informatique. Moi, j'adore ça pour ça. Parce que je trouve ça génial de se dire qu'il y a encore des gens qui considèrent qu'on peut faire de l'informatique un peu différemment et qu'on peut continuer à essayer de faire des choses nouvelles et pour le bien commun, pour le bien de tous, quoi. Oui, mais sans y mettre un peu cette vue idéaliste du for the better good of humanity. Je pense que l'informatique est devenue indissociable des sociétés humaines aujourd'hui. Tout le problème, c'est la frugalité globalement. Est-ce que le e-commerce est un problème? Non. Est-ce que la société de consommation en tant que telle est devenue un problème de façon évidente? Oui. Donc, c'est plus comment on ramène cette économie de proximité qui n'est pas incompatible avec le digital et puis un peu plus frugale, quoi. Donc ça, oui, ça me tient à cœur. Parfait. Eh ben, écoute, Grégory, merci du temps que tu as pris pour partager avec moi aujourd'hui. Je pense que c'était hyper intéressant. Je pense que tous nos auditeurs, enfin, ils auront peut-être des questions et je les invite à regarder la description. On mettra dans tous les cas un lien vers ta page et puis Neurolic. Et puis voilà, moi, je te tiens juste à te remercier pour tout ça et puis je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup à toi, Philippe. C'était un super entretien. Et puis, effectivement, je suis à la disposition de tout le monde qui serait intéressé par poursuivre cette conversation. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée.